Bonjour à tous, nous revoilà une nouvelle fois pour un nouveau chapitre concernant les liaisons chimiques. Dans cette première vidéo, nous allons parler des différents types de liaisons qui peuvent s'établir entre les atomes pour former des molécules. Dans la nature, nous avons constaté que certains éléments chimiques étaient plus stables que d'autres. Ils constituent ce qu'on appelle la famille des gaz nobles ou rares. Ils sont répertoriés, comme nous l'avons déjà vu, dans la dernière colonne du tableau périodique. Ce sont l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Le radon, lui, est radioactif. Lorsqu'on dit qu'ils sont stables, on veut dire que leur réactivité chimique est très faible, voire nulle. Ils n'essayent pas de former des ions, ni de se lier à d'autres atomes pour former des molécules. On dit qu'ils sont inertes chimiquement. Mais à quoi est due cette stabilité? Pour répondre à cette question, nous allons regarder de plus près la configuration électronique de ces éléments, à savoir l'hélium, le néon, l'argon, le krypton et le xénon. Lorsqu'on regarde ces configurations électroniques, on constate que toutes les sous-couches et donc toutes les couches de chacun de ces éléments sont saturées, ce qui explique la grande stabilité de ces derniers. Nous constatons également qu'on peut écrire d'une manière générale la configuration électronique externe sous la forme Ns2-Np6, exception faite pour l'hélium qui est le gaz rare de la première période, qui s'écrit 1s2, vu que la première couche se sature avec 2 électrons seulement. Les atomes ont donc tendance à vouloir ressembler à ces gaz. Pour cela, ils essayent absolument d'avoir 8 électrons sur la couche externe. C'est la fameuse règle de l'octet. Qui dit règle dit exception à la règle. Et l'exception pour nous, c'est l'hydrogène. Ce dernier appartient à la première période. La couche 1 se sature avec 2 électrons seulement. L'hydrogène va donc suivre la règle du duet. Les atomes essaient donc d'avoir la configuration électronique des gaz rares les plus proches. Pour cela, ils peuvent se lier à d'autres atomes. Ils établissent donc des liaisons chimiques. Quels sont donc les différents types de liaisons? Nous avons les liaisons ioniques, les liaisons covalentes et les liaisons métalliques. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux liaisons ioniques et aux liaisons covalentes. Les liaisons ioniques, comme celles qui existent dans le sel de table, c'est-à-dire NaCl, s'établissent entre deux atomes d'électronégativité très éloignés. Quant aux liaisons covalentes, qui existent dans le sucre par exemple, vont s'établir entre deux atomes d'électronégativité égale ou voisine. Commençons par la liaison ionique. Pour cela, prenons l'exemple de la molécule NaCl. Cette dernière est constituée des ions Na+, et des anions Cl-. La liaison dans ce cas est de nature électrostatique, c'est-à-dire une attraction entre les ions sodium et les ions chlorure, ce qui nous donne une liaison ionique. Pour expliquer la formation de cette liaison, nous allons regarder de plus près la configuration électronique de ces deux atomes. Le sodium de configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 appartient donc au groupe 1A, le groupe des alcalins. Ces derniers ont tendance à perdre le seul électron qu'ils ont dans la couche de valence pour avoir la structure du gaz rare qui les précède. Le sodium est donc un atome très électropositif. Le chlore de configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 appartient au groupe 7A, le groupe des halogènes. Ces derniers ont 7 électrons sur la couche de valence. Il en manque un pour avoir une structure stable, celle des gaz rares. Donc, le chlore aura tendance à capter facilement cet électron. C'est un atome très électronégatif. Lors de la formation donc de cette liaison, tout se passe comme s'il y avait un transfert d'électrons de l'atome le plus électropositif vers l'atome le plus électronégatif. De ce transfert, nous obtenons
la molécule NaCl constituée des ions Na+, et des ions Cl-. De façon générale, nous admettrons qu'il y a liaison ionique entre les éléments du groupe 1A ou du groupe 2A qui sont très électropositifs avec les éléments du groupe 6A ou du groupe 7A qui sont eux très électronégatifs. Passons maintenant à la liaison covalente. Pour rappel, cette dernière s'établit entre deux atomes d'électronégativité voisine ou même égale. Commençons par la liaison covalente simple, c'est-à-dire une seule liaison entre deux atomes. Prenons l'exemple d'une molécule simple, la molécule H2. L'hydrogène de configuration 1s1 possède un électron de valence. En associant ce dernier avec celui d'un autre atome d'hydrogène, nous formons la molécule H2, c'est-à-dire la liaison HH. Une liaison covalente contient donc deux électrons. Prenons un autre exemple, celui de HCl. Le chlore, qui possède la configuration électronique suivante, a 7 électrons de valence, qui sont répartis sur les différentes orbitales atomiques de la manière suivante. Le chlore possède un électron célibataire qui va mettre en commun avec celui de l'hydrogène pour donner la molécule HCl. Une liaison covalente est donc la mise en commun de deux électrons de valence. Chaque atome apporte un électron célibataire. Regardons maintenant l'environnement électronique de l'atome de chlore après sa liaison avec l'atome d'hydrogène. Nous constatons que l'atome de chlore a 8 électrons sur sa couche externe. Il a respecté la règle de l'octet. De même, l'hydrogène possède maintenant 2 électrons sur sa couche externe, la couche 1s. Il a respecté la règle du duet. De manière générale, après formation de la liaison covalente, les deux atomes liés ont la configuration externe d'un gaz rare. Lorsque l'hydrogène met en commun son électron avec celui d'un autre atome d'hydrogène, dans la molécule H2, nous avons un recouvrement des orbitales s des deux atomes d'hydrogène, qui va conduire à une liaison de type sigma. La liaison sigma est donc due à un recouvrement axial de deux orbitales des atomes liés. En conclusion, une liaison covalente simple est une liaison de type sigma. Lorsqu'un atome possède plusieurs électrons de valence, il peut former plusieurs liaisons avec un autre atome et on obtient une liaison covalente multiple, comme c'est le cas dans la molécule O2. L'oxygène de configuration 1s2, 2s2, 2p4 possède 6 électrons de valence répartis comme suit dans les différentes orbitales atomiques. Nous constatons que l'oxygène possède 2 électrons célibataires. En associant ces derniers à ceux d'un autre atome d'oxygène, nous obtenons la molécule O2, où les deux atomes sont doublement liés. Cette double liaison est la conséquence de deux types de recouvrement des orbitales p des atomes d'oxygène. Le premier recouvrement se fera entre les orbitales py. Ces dernières sont dans le même axe, donc le recouvrement sera axial et la liaison obtenue est de type sigma. Le deuxième recouvrement se fera entre les orbitales pz. Ces dernières sont parallèles entre elles, donc ne peuvent pas donner de recouvrement axial. Le recouvrement sera plutôt latéral et donnera une liaison de type pi. Ceci est également le cas dans la molécule N2. L'azote de configuration 1s2, 2s2, 2p3 possède dans sa structure 3 électrons célibataires. En associant ces derniers à ceux d'un autre atome d'azote, nous obtenons la molécule N2, où les deux atomes d'azote sont triplement liés. Cette triple liaison est la conséquence de 3 recouvrements des orbitales p des deux atomes d'azote. Le premier recouvrement se fera entre les orbitales px qui sont dans le même axe, donc il sera axial, et donnera une liaison sigma. Le deuxième recouvrement se fera entre les orbitales py. Ces dernières sont parallèles. Le recouvrement sera latéral et la liaison obtenue sera de type pi. Le troisième et dernier recouvrement se fera entre les orbitales pz. Ces dernières sont parallèles entre elles et le recouvrement sera
latérale et donnera une liaison de type pi également. Donc, dans la molécule N2, nous avons une liaison sigma et deux liaisons pi. La liaison pi est donc la conséquence d'un recouvrement latéral des orbitales p qui sont parallèles entre elles. Dans une liaison covalente multiple entre deux atomes, il y a une liaison sigma et une ou plusieurs liaisons pi selon le nombre de liaisons établies entre les deux atomes. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il n'y a qu'une seule et unique liaison sigma entre deux atomes liés. Les liaisons restantes sont de type pi. Notons que même si les exemples donnés sont des exemples où nous avons le même type d'atome, une liaison covalente multiple peut également se produire entre deux atomes différents. Nous avons vu jusqu'à présent qu'une liaison covalente était due à la mise en commun de deux électrons apportés par deux atomes. Parfois, la liaison ne se passe pas de cette manière et nous avons une liaison dative. Cette dernière se forme entre un atome ayant un doublet d'électrons et un autre atome ayant une case vacante. C'est-à-dire, un seul atome des deux va apporter le doublet d'électrons qui servira de liaison entre les deux atomes. C'est le cas de l'exemple suivant. Lorsque nous avons un ion hydrogène, c'est-à-dire de l'hydrogène qui a perdu son électron, donc possède une case vide, et de l'ammoniac où l'atome d'azote possède un doublet d'électrons disponible, une liaison dative va se produire entre le doublet de l'azote et la case vide de l'ion hydrogène pour former l'ion ammonium. La liaison dative établie ressemble parfaitement aux trois liaisons NH covalentes. On ne peut pas distinguer entre les quatre liaisons NH de l'ion ammonium. En effet, une liaison dative, une fois établie, est parfaitement identique à la liaison covalente. On ne peut pas distinguer entre les deux. Lors d'une liaison dative, l'atome accepteur est celui qui est le plus électronégatif. Ce dernier, parfois, ne possède pas dans sa structure de départ une case vacante. Dans ce cas-là, c'est lors de la formation d'une liaison dative qu'il va y avoir réarrangement des électrons de l'atome accepteur pour faire apparaître une orbitale vide. C'est le cas essentiellement de l'atome d'oxygène. Ce dernier possède 6 électrons de valence. On constate bien que l'oxygène dans son état fondamental ne possède pas de case vacante. Lorsqu'il se retrouve en présence d'un atome qui possède un doublet libre et qui va se lier à cet atome, l'oxygène va réarranger ces deux électrons célibataires pour former un troisième doublet et une case vide qui servira pour établir une liaison dative avec un atome qui possède un doublet d'électrons disponible. Lorsque deux atomes liés de manière covalente présentent la même électronégativité, la liaison est une liaison covalente pure. Toutefois, deux atomes liés peuvent avoir des électronégativités différentes, et dans ce cas, nous obtenons une liaison covalente à caractère ionique ou polarisée. La liaison covalente polarisée est une liaison intermédiaire entre liaison covalente pure et liaison ionique. Elle se forme entre un atome électronégatif et un autre atome d'électronégativité inférieure. C'est-à-dire, il n'y a pas une grande différence d'électronégativité entre les deux atomes liés, comme c'est le cas dans la molécule HCl. L'hydrogène présente une électronégativité égale à 2,1 et le chlore une électronégativité de 3. Cette différence d'électronégativité entraîne une distribution électronique de la liaison décalée vers l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire ici le chlore, qui va acquérir un excédent de charge négatif noté -Q, alors que l'hydrogène va porter une charge partielle positive plus Q, entraînant un caractère ionique à la liaison covalente. Le nuage électronique est donc du côté de l'atome le plus électronégatif. La distribution du nuage électronique dans ce cas n'est pas symétrique, comme dans la représentation suivante.
mais plutôt dissymétrique, où le nuage électronique est plus important du côté de l'atome le plus électronégatif. La liaison dans ce cas est une liaison covalente polarisée. Notons que dans une liaison covalente impliquant deux atomes de même électronégativité, le nuage électronique de la liaison est parfaitement symétrique, comme dans la molécule H2, où les deux électrons impliqués dans la liaison sont également répartis entre les deux atomes d'hydrogène. La liaison covalente dans ce cas est une liaison apolaire ou pure. Pour conclure, nous pouvons dire que lorsque les deux atomes liés de manière covalente sont identiques, donc la différence d'électronégativité est nulle, nous avons une liaison covalente apolaire ou pure. Lorsque les deux atomes liés sont différents et qu'il existe une différence d'électronégativité entre les deux atomes, nous obtenons une liaison covalente polaire ou polarisée. Enfin, lorsque la différence d'électronégativité est très importante entre les deux atomes, nous avons une liaison ionique. De manière générale, nous pouvons dire que lorsque la différence d'électronégativité est de 0, nous avons une liaison covalente pure ou apolaire. Lorsque la différence d'électronégativité des deux atomes est supérieure à 1,7, nous obtenons une liaison ionique. Enfin, lorsque cette différence d'électronégativité est comprise entre 0 et 1,7, nous avons une liaison covalente polarisée ou à caractère ionique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle vidéo où nous allons montrer comment représenter les molécules obtenues après établissement des liaisons.